Aston Martin pourrait être la surprise selon toi. C'est ce que tu me disais en off. Oui, parce que en regardant la télémétrie, quand on compare un tour du circuit de Sakir, on constate que la Red Bull est la plus rapide sur le tour à hauteur de 64%. Et les 36% restants, c'est l'Aston Martin. La MR23 est la première monoplace conçue totalement par Dan Fellows, qui était Monsieur Aero chez Red Bull Racing pendant des années. Ici, il y a évidemment Fernando Alonso qui a beaucoup d'expérience. Lawrence Stroll, qui tient la boutique depuis plusieurs années maintenant, a des moyens colossaux et il a vraiment les moyens de ses ambitions. Il veut que le British Racing Green gagne en F1. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir que de vous retrouver dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Et puis cette semaine, elle est un petit peu spéciale puisque c'est le grand retour d'un des sports moteurs les plus populaires au monde. Et oui, c'est le grand retour de la Formule 1. Et pour ce faire, eh bien, on est d'abord avec Quentin. Comment ça va, mon Quentin? Ça va et toi, Sacha? Ben ça va. Tu m'avais dit que tu as dû t'y remettre un petit peu, la F1. Ah ouais, c'est vraiment un rappel des souvenirs, hein. C'est mon enfance, le dimanche après-midi, avec le padré qui regarde la télé. On n'avait pas le choix, on fallait regarder la Formule 1. T'es excité, t'attends 15 heures parce que t'attends le départ pour voir s'il va y avoir des accidents. C'est vraiment les souvenirs de jeunesse. Alors aujourd'hui, on a un spécialiste de la Formule 1. Il écrit pour des sites de référence d'ailleurs concernant la Formule 1. Ça s'appelle F1i. Également pour des médias nationaux ici en Belgique comme La Dernière Heure Les Sports. C'est un pilote amateur et c'est en plus de ça quelqu'un de très passionné avec qui on va avoir pas mal de débats. Parce que vous l'imaginez bien, ce programme aujourd'hui, non seulement il a été cuisiné aux petits oignons, mais en plus de ça, il est mais large. Il y a tellement de choses à dire sur l'avant-saison en F1. C'est un petit peu, il y a de tout. Hein. Il y a de l'économique, du people, etc. On le présente. Il s'appelle Martin Businaro. Bonjour Martin. Bonjour Sacha. C'est un plaisir d'être avec toi. Écoute, dans cette émission, qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison en F1? Bah là ici, on a eu 3 jours d'essais hivernaux. Il faut toujours se montrer prudent parce que lors des essais hivernaux, il y a encore pas mal d'écuries qui cachent un petit peu leur jeu. On n'est pas sur les mêmes quantités d'essence. Les écuries sont en phase de découverte, mais on a déjà vu une première semi-hiérarchie se dessiner. Et franchement, ça s'annonce assez prometteur pour cette saison 2023. Tu as suivi un petit peu aussi ce début de saison? Déjà une première réunion de crise de la première journée chez Mercedes, notamment. Donc, ouais, on l'a vu. On a pourvu que pour moi, Red Bull, je pense, va encore être au-dessus. C'est mon avis. Donc, mais on aura l'occasion d'en débattre, notamment par la suite. Lors des essais, justement, tu me disais à Bahreïn qu'il y a un petit indicateur et une petite surprise qui pourrait se dégager. Alors, il n'est pas dans le conducteur, donc on en profite, il faut qu'on en parle maintenant. Aston Martin pourrait être la surprise selon toi. C'est ce que tu me disais en off. Oui, parce que en regardant la télémétrie, quand on compare un tour du circuit de Sakir, on constate que la Red Bull est la plus rapide sur le tour à hauteur de 64%. Et les 36% restants, c'est l'Aston Martin. La MR23 est la première monoplace conçue totalement par Dan Fellows, qui était Monsieur Aero chez Red Bull Racing pendant des années. Ici, il y a évidemment Fernando Alonso qui a beaucoup d'expérience. Lawrence Stroll, qui tient la boutique depuis plusieurs années maintenant, a des moyens colossaux et il a vraiment les moyens de ses ambitions. Il veut que le British Racing Green gagne en F1. Et là, ici, ça a l'air bien parti, mais évidemment, le premier verdict, ce sera dimanche après-midi à Sakir. Mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est son fils qui veut voir gagner ou est-ce que c'est son équipe? Est-ce que c'est son écurie? On connaît tous les pères de pilotes qui roulent par procuration, mais avant d'être paternel, Lawrence Stroll est un businessman. Et il vient en Formule 1 par passion, mais il vient quand même pour faire un petit peu tourner la boutique. Il fait pas ça par philanthropie. Et évidemment, il veut qu'à terme, l'écurie Aston Martin, qui, je le rappelle, à la base est l'ancienne écurie Force India Racing Point, qui était elle-même la fameuse écurie Jordan Grand Prix avec les fameuses monoplaces jaunes qui étaient magnifiques. C'est une écurie qui est très compétente, qui a souvent boxé au-dessus de son propre poids avec des petits moyens. Et là, ici, maintenant, avec évidemment Lawrence Stroll aux manettes depuis plusieurs années,
il y a des moyens qui sont énormes, mais attention que l'argent ne fait pas tout. Oui, parce il jette aussi. Hein. On avait vu, pas cette saison, pas la saison dernière, mais avant, c'est son ancien directeur de course, Otmar Zafnauer. Otmar, voilà, qui était parti chez Alpine, justement, parce que les liens humains aussi n'étaient pas incroyables entre, d'une part, Monsieur Stroll et justement Otmar. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être, je dirais, une clé dans l'analyse de la saison d'Aston Martin? Est-ce que peut-être qu'il devra mettre un petit peu d'eau dans son vin, le grand patron? Aston Martin maintenant a un organigramme bien en place. Quand Otmar Zafnauer était encore en place, si Otmar est parti, c'est parce que il sentait qu'il n'était plus le grand chef d'orchestre chez Aston, parce qu'il y avait également dans la pièce Martin Whitmarsh qui était l'ancien bras droit de Ron Dennis chez McLaren, et il se sentait un peu à l'étroit. C'est pour ça qu'il est parti chez Alpine, où là il a eu la garantie qu'il aurait entre guillemets les pleins pouvoirs pour diriger l'écurie bleue. Et là, ici, maintenant, il y a Mike Krack, ancien de chez BMW, qui commence à comprendre le dessous des cartes. Il y a une grosse équipe. J'ai parlé de Dan Fallows à l'aéro. Il y a Eric Blandin de chez Mercedes, qui est son adjoint. Voilà, j'ai aussi parlé de Martin Whitmarsh, qu'on ne présente plus dans le milieu du sport auto. Il y a du monde, et je pense que à terme, les efforts de Lawrence Stroll pour faire gagner Aston Martin vont porter ses fruits. Cependant, comme je l'ai dit, l'argent, ça ne fait pas tout. On se rappelle bien de Toyota, il y a 10 ans de cela, qui, malgré des moyens colossaux, n'a strictement jamais rien gagné en F1. Quentin, il y a la réflexion de Martin, moi, qui me fait plaisir. Il parle du dessous des cartes. On n'a jamais autant parlé depuis justement le côté populaire. Et maintenant, ça fait 5 saisons que ça dure, de la série Netflix Drive to Survive, ou Pilote de leur destin, si vous voulez en français, vous l'appelez comme vous voulez, de justement ce qui se passait dans le paddock, ce qui se passait en coulisses. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse de savoir? Est-ce que ça t'amène aussi à plus en plus vouloir suivre la Formule 1, le côté, ok, maintenant on a l'inside, en fait on sait ce qui se passe de ce monde qui était tant secret, dont on pouvait dire pas grand chose, maintenant qu'il y a eu ce fameux deal entre Liberty Media et Netflix, on est dans une ouverture en fait beaucoup plus importante, et ça a amené aussi à la popularité de ce sport, quoi. Ouais, clairement, moi j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais c'est dans mes projets de le regarder. J'ai plein d'amis qui ont eu cette chance de regarder ça. Ils m'ont dit, elle est incroyable. Franchement, la série, elle est incroyable. On a eu l'occasion aussi d'en discuter en off. Ça a l'air top. Et puis, comme tu dis, on apprend des choses qu'on sait pas. C'est comme si on avait, par exemple, il y a eu ça aussi au niveau du football avec Arsenal. Il y a eu plusieurs aussi reportages comme ça qui sont vraiment intéressants, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui se passent dans un vestiaire de foot, qui se passent là dans des paddocks, qui se passent dans les écuries et tout. Des choses qu'on se dit, ah ouais, en fait, il agit comme ça, mais il y a eu ça. Donc, on a en fait les réponses à des actions qu'on avait l'ignorance. Mais il y a de tout. Il y a de l'économique, il y a du people, il y a du sportif, bien sûr. Il y a des relations humaines aussi dont on voit qu'elles peuvent se détériorer. On voit aussi que les pilotes sont parfois pas des tout gentils non plus, hein. Ce qui s'est passé avec Oscar Piastri la saison dernière, qui avait donné à peu près sa parole. En tout cas, Alpine avait investi en tout et pour tout 5 millions de dollars sur son évolution, sur voilà, sa progression. Lui qui avait tout gagné, il est arrivé en F3 ou F1, il avait gagné en F2 aussi. Et ils avaient fait un parcours en fait total sur lui, une projection, un plan de carrière, pour qu'au final en fait il profite d'une faille dans le contrat pour filer chez McLaren. Ça aussi, c'est des choses qui sont surprenantes. Les pilotes ne sont pas nécessairement les plus braves et les plus gentils que ce qu'on pourrait penser avant l'arrivée de cette série, quoi. La Formule 1, c'est le Piranha Club, comme on dit. C'est le cas depuis la nuit des temps. Et là ici, l'affaire Piastri, c'en est la preuve. Il faut savoir que pour Oscar Piastri, ce qui s'est passé, c'est que Alpine n'a jamais été tout à fait clair avec Oscar. Il ne savait pas quand il allait pouvoir être enfin titularisé. Et il n'y a rien de pire pour un pilote, surtout quand on est un talent brut comme Oscar, de rester sur le strapontin à ne rien faire. Il savait pas si Alonso allait prolonger, et finalement l'entourage d'Oscar dans le doute a dit on prend le taureau par les cornes et on va voir chez McLaren. Et Mark Webber, qui est le manager d'Oscar et qui est un ancien de Porsche, comme Andreas Seidel qui était le chef d'orchestre chez Porsche en endurance il y a quelques années, il a renoué ses contacts.
Et bon, ils étaient bien contents d'avoir Oscar à la place de Daniel Ricciardo, qui a été totalement transparent chez McLaren aux côtés de Lando Norris. Tout à l'heure, Quentin, en démarrant cette émission, parlait déjà une mini crise du côté de chez Mercedes, Martin. La saison dernière aussi, ça s'était pas bien passé en début de saison. Elle avait mis du temps à trouver son rythme, la Mercedes. Est-ce que tu penses que aussi cette saison, ça va être le cas? Est-ce que tu penses que il va falloir du temps, comme un diesel, pour que Mercedes arrive aux côtés des Red Bull, aux côtés des Ferrari? Ferrari, on y reviendra, bien sûr, c'est un sujet important de cette émission, mais est-ce que tu crois vraiment aux chances de Mercedes cette saison avec cette mini-crise? Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce dont parle Quentin quand il parle de mini-crise avec le moteur, avec ce qui se passe avec la voiture? En tout cas, ça ira mieux que l'an dernier, parce que l'an dernier, l'ancienne Mercedes a été fort impactée par ce phénomène aérodynamique qu'on appelle le marsouinage. En fait, il y avait vraiment un effet de succion assez violent, et donc à chaque fois la voiture rebondissait. Au-delà d'une perte de performance, c'était aussi extrêmement douloureux pour les pilotes. Et là, ici, le règlement a été modifié pour justement atténuer ce phénomène. Ouais. Et le bénéficiaire dans l'histoire, c'est évidemment Mercedes. Donc je pense que les Mercedes gagneront plus qu'un seul Grand Prix en 2023. Je pense réellement que elles seront sur les talons de la Ferrari et de la Red Bull. Le marsouinage, parce qu'on est évidemment une émission large, c'est pour vous donner un petit peu une idée ou une image de à quoi ça ressemble. C'est comme quand vous regardiez Pimp My Ride sur MTV. Ouais. C'est-à-dire que les voitures, elles font ça, quoi. C'est un truc de fou, c'est assez marrant, mais bien sûr que au début de saison, ça avait fait une énorme polémique. Mais on va y revenir. On va bien sûr démarrer avec le que oui que non, messieurs. Bien sûr, vous connaissez. Quentin, tu sais, t'es un habitué, oui ou non. Martin, oui ou non. Et puis après, derrière, on part sur un débat. Ferrari peut-il remporter le championnat constructeur? Très simple. Oui ou non? Oui. Oui. Non. Ok. Déjà, premier objet de débat, on est parti. Doit-on attendre de Lewis Hamilton qu'il finisse dans le top 3 du classement pilote? Non. 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 Là, c'est bien, vous êtes d'accord. Et puis, la sanction infligée par la FIA à Red Bull rapproche-t-elle Charles Leclerc du titre cette saison? Non. Non. Ok. Donc déjà, ça veut dire qu'on a un premier débat. Et ce qui est sympa, c'est que pour aborder ce premier débat, justement, concernant Ferrari, là où nos deux experts ou nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, eh bien, nous avons encore un expert qui va venir comme ça, pac, comme ça derrière votre écran, eh bien, vous offrir son point de vue. Eh bien, tout simplement, qui est l'expert? Eh bien, c'est Maxime Martin, qui est un de nos pilotes phares ici en Belgique, qui va nous donner son avis justement. Le pilote de chez BMW Factory Driver répond donc à la question: Ferrari peut-il remporter le championnat constructeur? On écoute ça et puis on revient ensuite, on en débat et on débriefe ce qu'il a dit. Alors en effet, moi je pense que Ferrari a le potentiel de retrouver son titre de constructeur. Bon, ça fait longtemps, je pense que Ferrari n'a plus gagné un titre constructeur en Formule 1. Mais vu leur compétitivité l'année dernière, je pense qu'ils ont fait de gros changements maintenant en interne. Je pense qu'ils ont fait une évolution moteur pour cette année. Sachant que Red Bull a été un peu limité dans son développement suite à la pénalité qu'ils ont eue pour avoir dépassé le cost cap. Je pense que Ferrari a une chance de se battre et je pense que ça va être intéressant. Donc moi je dis Ferrari est capable de regagner le titre constructeur en Formule 1 en 2023. Vous l'avez donc vu, il y a une personne qui est d'accord avec Maxime Martin dans ce plateau. Voilà, c'est toi, Martin. Tu es d'accord comme par hasard. Maxime Martin et Martin Businaro sont d'accord sur le même sujet. Notre ami Maxime Martin parle d'une évolution de la monoplace au niveau du moteur. Est-ce que tu peux nous spécifier un peu de ce dont il s'agit? L'an dernier, la Ferrari avait un moteur puissant, mais peu fiable. Donc, ils s'étaient forcés de le brider légèrement pour être un minimum certain de terminer, de ne pas avoir de problème. Là, ici, ils ont résolu ce souci et on a tous entendu que le V6 de la Ferrari développait désormais 30 chevaux de plus, ce qui évidemment n'est pas négligeable. Donc cela, il y a eu effectivement une belle évo sur ce sujet. Qu'est-ce que tu penses, justement, tu n'étais pas d'accord? Non, tu penses qu'ils peuvent pas remporter le championnat constructeur, mon cher Quentin? Je suis d'accord, dans le sens qu'on l'a vu notamment ici aux essais hivernaux, comme quoi ils sont plus rapides en ligne droite, mais ils sont, et là, comme Red Bull, moins rapides, notamment dans les virages.
Mais pour moi, la différence avec Red Bull, elle était tellement monstrueuse l'année dernière que pour moi, elle restera présente. Et où il est le gros point d'interrogation sur Ferrari, il en a parlé, Martin, c'est au niveau de la fiabilité. L'année dernière, c'était vraiment pas le cas. Ici, c'est là qu'on verra est-ce que... Alors, la fiabilité, on est d'accord, mais moi, je vais aborder tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat, Martin. Mattia Binotto, en termes de stratège, alors on sait que du côté de chez Ferrari, ceux qui font l'avocat du diable ou l'avocat de Mattia, ont tendance à dire, oui, mais il faisait un peu beaucoup de choses, il avait beaucoup de responsabilités, il était un peu au four et au moulin, et donc du coup, il a perdu un peu d'influx sur l'aspect stratégique de la course, où là, effectivement, ils se sont trouvés face à des erreurs, où à un moment donné, pendant une course, ils lui disent, non, mais, enfin, Charles Leclerc est sur le point de gagner, en tout cas, est bien parti pour remporter une course, et ils lui disent, non, rentre. Il comprend pas. Non, mais finalement, ne rentre pas. Non, mais en fait, tu dois rentrer. Et à un moment donné, après, il y a d'autres courses où effectivement, il y a eu un problème, ne serait-ce qu'au niveau des techniciens quand il y a des soucis avec la voiture. Est-ce que l'arrivée et le départ de Mattia Binotto et l'arrivée justement de Frédéric Vasseur, qui était anciennement chez Alfa Romeo, et qui est réputé proche de Charles Leclerc, est-ce que ça va être vraiment, on va pas dire salvateur pour Ferrari, mais ça va leur permettre de passer encore un cran au-dessus. Et au lieu, par exemple, de se retrouver comme à Abu Dhabi ou à la dernière seconde, c'était un peu compliqué, ils ont dû se battre jusqu'à la dernière seconde pour accrocher cette deuxième place constructeur, et bien là, ils vont se rapprocher de Red Bull pour justement faire jeu égal. Effectivement, pour le cas de Mattia Binotto, je pense que je fais partie des avocats du diable et je pense qu'effectivement, il était au four et au moulin parce qu'il était à la fois au management et également à la technique. Pour moi, je trouve que le limoger totalement, pour moi, c'est une erreur parce que Mattia demeure un excellent technicien et il a beaucoup contribué à Ferrari. Pour moi, une simple rétrogradation, je sais pas comment on dit ça. C'est très bien dit. Rétrogradation, c'est un très bon terme. Voilà, une simple rétrogradation hiérarchique aurait suffi. L'arrivée évidemment de Fred va évidemment changer beaucoup de choses. Ça fait depuis Jean Todt qu'on n'a plus un non-italien à la tête de Ferrari et on espère surtout qu'avec Frédéric Vasseur, il y aura un minimum de stabilité parce qu'en l'espace de 10 ans, Ferrari a connu 5 chefs d'équipe, ce qui est beaucoup trop. Mm-hmm. On verra comment Frédéric pourra supporter le mythe Ferrari parce que Ferrari, c'est un mythe, mais c'est également un vampire qui n'hésite pas à vous pomper le sang si ça ne va pas. Mais voilà, Frédéric Vasseur, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est proche de Charles Leclerc et c'est toujours bien quand il y a un atome crochu entre un pilote et son patron. Maintenant, il va d'office amener des changements, mais je pense qu'il faudra attendre plusieurs grands prix avant de les voir porter effet. Mm-hmm. Ici, ce qui est intéressant avec Frédéric Vasseur, c'est que c'est vraiment un stratège, c'est un manager en tant que tel, alors que Binotto était plus dans dans la gestion, c'était plus un gestionnaire, c'est quelqu'un qui prenait un peu plus de distance. Là, Vasseur, il sent le goût de l'enduit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est dedans, en fait. C'est un gars du sérail. Ouais. C'est un gars du sérail. Il a tout gagné auparavant en formule de promotion avec l'écurie Art Grand Prix. Puis après, il a fait beaucoup de bien à Alfa Romeo Sauber. Donc voilà, il arrive chez Ferrari avec une grosse cote. Mm-hmm. Et franchement, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est tout le meilleur. Parce que s'il parvient à faire briller Ferrari et à faire gagner Ferrari à nouveau, eh bien, il entrera dans la légende de la marque. Quentin, juste avant d'aborder le débat sur Hamilton, quel est le point sur lequel tu attends le plus Ferrari cette saison? C'est là où tu dis là, je vais pas les rater. Comme on en parlait précédemment, la fiabilité. Hein. Ouais. Parce que on en parlait l'année dernière, c'était vraiment le gros couac. Hein. Le gros couac, c'est la fiabilité. On sait que c'est bien l'écurie de notre jeunesse avec Schumacher. C'était vraiment Ferrari. C'est eux qui gagnaient tous les grands prix, c'est eux qui étaient partout. Massa, exactement. J'aimerais bien revoir la Ferrari vraiment au top du top, quoi. Donc j'espère qu'il y aurait une meilleure fiabilité. Il est clair qu'un titre de Ferrari serait amplement populaire et ferait beaucoup de bien à la Formule 1 parce que Ferrari
c'est la F1. C'est l'emblème, exactement. Et la Formule 1, c'est Ferrari. Exactement. Bernie Ecclestone le disait déjà dans les années 70, c'est dire, à l'époque où la F1 n'était pas encore le circus qu'on connaît. Alors, je l'espère vraiment de tout cœur, même si on doit évidemment rester neutre, que Ferrari repartira au moins avec une des deux couronnes, et de préférence celle des pilotes, vu que c'est la plus médiatisée des deux. Ça. Oh, t'inquiète pas, dans Unibet Clubhouse, tu dis ce que tu veux. T'es pas obligé de rester neutre. Tu peux donner ton avis, tu te fais plaisir. On est à la maison. Ici, on est à la cool. Doit-on attendre forcément Lewis Hamilton dans le top 3 du classement pilote? Vous m'avez dit tous les deux non, donc vous étiez d'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce qu'on parle quand même de Lewis Hamilton, cette fois champion du monde. Ouais, mais au-dessus de lui, pour moi, il y a trop de points qui font qu'il sera pas dans le top 3. T'as déjà Verstappen, Leclerc, t'as Sainz aussi qui peut être devant, mais c'est surtout aussi, quand on regarde Hamilton, le principal concurrent, ce sera Russell pour moi. Ce sera son coéquipier. Ouais. Et donc, c'est ça aussi venir. le fait que l'écurie, ils vont attendre jusqu'à la mi-saison, voir qui est devant pour en mettre un devant, mais ils vont pas dire au début, comme par exemple avec Verstappen ou avec Leclerc, Verstappen, Leclerc, c'est lui le favori. Donc tu dois le laisser passer, tu le laisses passer. Là, non. Ça va être Russell, Hamilton, c'est battez-vous chacun pour vous. Et donc, pour moi, c'est ça qui va pouvoir déforcer Hamilton dans le fait d'être sur le podium général. J'y crois pas. Ouais, c'est certain. Et puis après, Russell, il commence à faire de gros progrès. C'est ça. Il a gagné des courses. Il commence aussi à rentrer dans le respect de Toto Wolff. C'est lui le jeune. Est-ce qu'on commencerait pas à voir tout doucement un changement de hiérarchie chez Mercedes avec Russell qui passerait numéro 1, Martin? Russell, de toute manière, est le successeur tout désigné de Lewis à terme. Et je rêve de voir un jour un duo George Russell-Mick Schumacher chez Mercedes. Ce serait pour moi magique. De son côté, Lewis a toujours faim. Je ne dis pas qu'il fait l'année de trop, mais le plus gros de sa carrière est derrière lui. À mon avis, je pense qu'il va encore essayer 1 ou 2 années de se battre pour le titre si sa voiture lui permet, ce qui n'est pas encore gagné. Et puis on verra. Et puis voilà, Lewis, il a pris une stature ces dernières années où évidemment s'il perd, il va pas être content. Mais je trouve que c'est devenu une sorte de gentleman. Aujourd'hui, Lewis, voilà. Mais ça reste quand même un mec qui, s'il peut te mettre un coup de roue pour passer devant toi, bien sûr, être gentleman ne signifie pas être gentil sur la piste, bien sûr. Mais voilà, Lewis, maintenant, il a pris une telle stature, une telle ampleur. Pour moi, c'est presque devenu désormais un sage, quoi. Maintenant, c'est un vétéran de la F1. 37 ans? Oui, il approche la quarantaine. Hein. Waouh, incroyable. Voilà, il est là depuis 2007, hein, sans discontinuer. Hein. C'est vrai qu'on dirait pas, on dirait qu'il toujours, il a un visage, tu sais, t'as l'impression qu'il vieillit jamais. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'adore chez Lewis Hamilton, c'est que il arrive comme ça, c'est en les tatouages, ça rajeunit. Hein. Exactement. Mais en plus de ça, il a le style qui va avec. Ça veut dire que tout le monde est en habit de, tu sais, tout le monde, on leur donne des équipements, tu vois. Et non, lui, rien à foutre, quoi. Ouais. Il est là, tranquille, son maillot, son design, son truc, rien à cirer, complètement. T'as tous les fans qui sont là. T'as l'impression que c'est une rockstar, en fait. En fait, Lewis vit la jeunesse qu'il n'a pas eue chez McLaren, parce que quand il était pouponné par McLaren, tout était extrêmement carré. Sous Ron Dennis, fallait pas faire un pas de travers. Et évidemment, quand il est arrivé chez Mercedes, on lui a donné des garanties en disant que s'il représentait Mercedes, on allait lui donner beaucoup plus de liberté, on n'allait pas lui tirer l'oreille parce qu'il portait un piercing. Et donc voilà, d'une certaine manière, il a presque 40 ans, mais dans sa tête, il en a 30-35. Mais il est plus libre que jamais, quoi. Le gars se fait affréter des jets privés pour ses 2 chiens. Enfin, tu vois, on est dans un délire. Il est complètement, complètement. En fait, j'ai l'impression que il est un peu out of the box. Et quand j'ai regardé cette série dont on t'a parlé dans Drive to Survive, j'en ai vu que les plus expérimentés ont pris vraiment du recul sur la F1, sont moins bridés par leur image, par ce qu'ils doivent représenter. Ils sont moins tracassés, en fait. Tu les sens beaucoup plus libres. Et donc, même dans leur façon de dialoguer, leur façon d'être, etc., en fait, il y a plus de laisser aller. Tu le sens aussi, ça, dans les coureurs, les pilotes les plus expérimentés, avec des Alonso qui hésitent pas à parler, à répondre comme il le fait, à faire des vannes à gauche, à droite. Pareil pour Hamilton. Plus
en fait, ils ont acquis un certain pouvoir, ou en tout cas une certaine reconnaissance au sein de la F1, plus ils se laissent aller. On dit un esprit sain dans un corps sain, tu sais. Donc, toutes les équipes savent que pour que un pilote performe le mieux, il faut qu'il soit bien dans ses baskets. Et quoi de mieux que de leur lâcher un petit peu la bride, de leur laisser un petit peu s'exprimer, faire des activités, le montrer, plutôt que de vouloir absolument tout contrôler. Il y a toujours un contrôle, un contrôle évidemment beaucoup moins qu'avant, mais aujourd'hui, tous les pilotes sont majeurs et vaccinés. Ils peuvent être libres de leur choix s'ils le désirent. À partir du moment que ça ne va pas à l'encontre des intérêts de l'équipe. C'est pour ça que et alors là, ma question tu vas comprendre le lien. Qu'est-ce qui a changé chez Lewis Hamilton depuis ce fameux titre que lui s'estime avoir été volé, pas la saison dernière, mais la saison encore avant par Verstappen? Je trouve que le changement chez Hamilton, il a eu lieu bien avant cela. Okay. Je trouve que on a vraiment vu un tout autre Lewis quand il y a eu l'assassinat de George Floyd, où là Lewis a pris vraiment position avec Black Lives Matter. Il a multiplié les actions. Je me rappelle également du casque avec le drapeau LGBT qu'il arborait dans des pays où justement l'homosexualité est bafouée. On a vraiment vu un Lewis qui prenait une stature au-dessus de la F1, quoi. Et maintenant, quand on parle aux gens, on leur dit donnez-moi un pilote de Formule 1, et beaucoup disent F1. C'est Hamilton. Il parle de Verstappen, mais même si Lewis ne gagne plus aujourd'hui, c'est toujours Hamilton. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des grands athlètes du monde. Hein, quand on pense à Michael Jordan, on pense à Tiger Woods, on pense à Lewis Hamilton, on pense à Roger Federer. Il fait partie de cette ère-là, quoi. Sa place n'est pas usurpée dans ce microcosme où voilà, ce sont des sportifs qui parlent à l'imaginaire de Monsieur et Madame tout le monde. Sa dernière saison ou pas, selon toi? Je pense que ce sera son avant-dernière, à mon avis. Okay. Je pense que voilà, si il voit que il a fait le tour de la question, il va pas s'accrocher aux branches, parce que voilà, Lewis, il est au-dessus de ça, il a d'autres projets en tête. Un petit peu comme son idole Ayrton Senna, et il veut faire des choses pour aider les gens. Donc je pense que voilà. Quand le moment sera venu de raccrocher, il raccrochera sans le moindre regret, je pense. D'accord. Titre volé ou pas. Bon, grande Lewis, on espère en tout cas qu'un jour vous finirez chez Ferrari, au moins une saison pour le plaisir, pour ceux qui aiment bien sûr. Et les Ferraristes, c'est un rêve, hein, depuis longtemps, les Ferraristes en rêvent, avoir au moins une saison chez Ferrari Lewis Hamilton. Mais bon, c'est un enfant de McLaren, c'est comme un mec qui a été formé à la Masia au Barça. Tu vas pas lui dire tu finis ta carrière au Real, quoi. C'est un peu délicat. Exactement. C'est un peu délicat. Il y en a eu. On va parler du débat 3, mon Quentin. Ouais. On parle là-dessus. On parle bien sûr de la sanction qui a été infligée par la FIA à Red Bull en fin de saison dernière. Est-ce que ça rapproche Charles Leclerc du titre cette saison? Vous n'étiez pas vraiment d'accord. On va un peu spécifier ce dont il s'agit. Donc, on parle d'une amende de 7 millions de dollars infligée donc par la FIA. On s'est un peu rendu compte qu'il y a 9 équipes qui s'étaient mis contre un et que le nouveau président de la FIA n'a rien pu véritablement faire contre cette décision, tant la pression était intense qui était mise sur Red Bull. Ce dont Chris Horner parle, c'est d'un budget excédent de 400 000 € en plus pour un budget de traiteur. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, franchement, Martin? Vous savez, les écuries de Formule 1 ont des armées d'avocats, et ils ont trouvé la moindre faille. On nous dit évidemment pas tout, comme sur d'autres affaires, on ne nous dit pas tout. Je te rappelle l'accord secret entre la FIA et Ferrari après, je pense, l'histoire du moteur traficoté. Ouais. Puis même avant les essais illégaux de Mercedes avec Pirelli, il fut même un temps où FIA c'était Ferrari International Assistance, comme disaient les Anglais. Donc voilà, on nous dit évidemment pas tout avec Red Bull, mais ils ont été sanctionnés parce que ils ont une amende, mais ils ont également du temps de soufflerie en moins.
Mais je pense que ce n'est pas ça qui va faire que Ferrari va se rapprocher de Red Bull. Je pense que Ferrari va se rapprocher à la régulière. Et puis même, Red Bull, ils ont des solides acquis en 2022. Et on voit bien que la voiture est une évolution de la monoplace de l'année précédente. Je pense réellement que cette sanction ne va pas les impacter outre mesure. Parce que, souvenez-vous, quand il y a eu l'affaire d'espionnage, McLaren a été sanctionné à 100 millions de dollars. Est-ce que ça les a fait régresser? Non. Hein. Bah non, parce qu'effectivement, il y a toujours derrière la pompe à argent, pour pas dire autre chose, qui sont les voitures qui se vendent en fait tout simplement. Ferrari ne sait plus quoi faire de son argent. Hein. C'est pour ça qu'ils vont partout dans le monde. Ils ne savent même plus. À chaque fois qu'il y a la possibilité de refaire des Ferrari, ils en refont. Mais dans 2 jours après, c'est sold out. Enfin, c'est incroyable. C'est pour ça que Sacha, ils vont au championnat du monde d'endurance parce que ils se retrouvent avec une enveloppe de la maison mère, qui est beaucoup trop épaisse. Donc ils se sont dit, tant qu'à faire, retournons au sommet de l'endurance qu'on n'a plus fait depuis 50 ans passés. Parce que voilà, en plus, ça fait depuis 1965 que Ferrari n'a plus gagné au Mans. C'est le moment, quoi. Ouais. Et ça n'impactera pas le programme F1, vu que l'enveloppe est suffisante. Est-ce que, ça c'est intéressant, est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, un petit peu, parce qu'on le rappelle, hein, toutes les équipes sont logées à la même enseigne, c'est le même budget, pour toutes les écuries de Formule 1. Est-ce qu'il y a quand même un moyen de traficoter un petit peu en achetant un ingénieur en consultant, en le mettant pas nécessairement dans le budget? Est-ce que c'est des choses que toi, en tant que spécialiste qui écrit sur la F1 tout le temps, tu entends ou tu sais ou des infos que tu as pu avoir? À la FIA, ce ne sont pas des oies blanches. Je pense réellement que ils ont dû anticiper le phénomène et que même si jamais ça devait se produire, une année mais pas 2, quoi. Je pense que la FIA est quand même un organisme souverain et ils ont la possibilité de corriger le tir dès que possible s'ils voient que il y a un abus vraiment flagrant qui est causé. Ok, donc en gros vigilance accrue et responsabilité. Comme on dit à l'époque, il y avait un slogan dans les stades, tolérance zéro. Tolérance zéro. Voilà, tolérance zéro du côté de la FIA cette saison. Qu'est-ce que t'attends, mon cher Quentin, du Red Bull et forcément de la stratégie de Christian Horner cette saison? Pour moi, Red Bull reste quand même au-dessus, parce qu'il y avait tellement un fossé l'année dernière que même ici, ils ont perdu en aéro. C'est vrai, c'est avec la pénalité, ils ont perdu en aéro, mais pour moi, la différence avec Ferrari reste tellement monstrueuse elle était tellement monstrueuse l'année dernière que maintenant, elle reste encore présente. Et que pour moi, Red Bull fera clairement dessus. Maintenant, il faudra voir la stratégie. Ce sera priorité Verstappen ou priorité championnat des constructeurs pour Red Bull. Parce que championnat des constructeurs, au niveau financier, ça rapporte quand même aussi énormément. Mais je pense qu'il pourrait clairement avoir les deux cette saison. Martin, je te prends un peu de surprise, mais c'est un truc qui m'intéresse à fond. Et je pense que les gens aussi qui regardent cette émission vont être intéressés. Le budget qu'on gagne quand on gagne le championnat constructeur par rapport au championnat pilote, tu peux me situer un petit peu la différence? Ça dépend des contrats qui sont faits avec entre les pilotes et les écuries. Il y a des pilotes qui vont gagner le même budget victoire ou pas victoire. Il y en a d'autres qui vont avoir un budget de base et qui vont effectivement toucher une prime à chaque victoire. Ça a été le cas pour Lewis Hamilton pendant un moment. Et puis voilà, il y en a d'autres qui jouent un peu plus la montre, où ils ont un salaire annuel vraiment rikiki. Et championnat constructeur, on est d'accord que c'est la FIA qui paye les écuries. Ou comment est-ce que l'argent est réparti en fait à la fin de la saison selon les écuries qui finissent première ou dernière? En fait, avec les droits commerciaux, il y a en fait une enveloppe au final à la fin de la saison et donc c'est réparti entre les écuries. Il y a effectivement une prime de résultat, une prime de points. C'est pour ça que pour une petite équipe marquer des points, souvent c'est jackpot. Mais également aussi une prime d'ancienneté. Par exemple, des écuries historiques comme Ferrari, reçoivent d'office une enveloppe qui est donnée parce que c'est une des écuries doyennes du championnat.
T'as une idée, toi, Quentin, du budget que ça peut représenter? Le budget, non, mais j'avais parlé avec des experts en Formule 1 pour préparer l'émission et ils m'avaient clairement dit que justement pour Red Bull, la stratégie, ça va être de voir est-ce qu'ils privilégient d'abord championnat constructeur ou pas, parce que apparemment au niveau du championnat constructeur, l'enveloppe serait plus intéressante que si Verstappen est champion du monde. Donc c'est ça, voir la stratégie. Mais c'est pour ça que je disais que je pense qu'ils auront les deux. Bah, de toute façon, la plupart de l'argent qui est reçu par les écuries, ça vient des droits télé, ça vient du sponsoring, etc. Ça c'est un petit peu la même chose dans tous les sports populaires. Hein. Le football également fait partie de cette règle-là. Et ça, je pense que la F1 n'échappe pas à la logique, en fait, au système de la façon dont on est rémunéré dans le sport. C'est d'ailleurs comme ça que tout le monde arrive à vivre et que ça crée une véritable économie. Très rapidement, avant d'arriver sur la question pour un expert, forcément c'était le thème. Charles Leclerc, vous m'avez dit très rapidement non, donc on n'a pas élargi la perspective sur Charles Leclerc, mais vous pensez vraiment que c'est impossible pour lui de battre Verstappen? Pour moi, c'est tout à fait possible. Okay. Pour moi, c'est tout à fait possible. Red Bull reste la référence, mais Ferrari, pour moi, s'est rapproché. Et la menace rouge est plus réelle que jamais. Et puis, Charles, c'est un king. Il va d'office y avoir une osmose avec Frédéric Vasseur. Ça, j'aime bien ça. Charles, c'est un king. Magnifique. Donc, franchement, je pense que voilà, Charles finira par être champion, si pas en 2023, en 2024. Et puis même, voilà, il trépigne d'impatience parce qu'il sait qu'il en est capable. Et tous les tifosi sont derrière lui parce que en plus il a une certaine flamboyance et une ressemblance même physique avec Gilles Villeneuve, et d'ailleurs ils partagent tous les deux le même surnom, le Petit Prince. Ah bah voilà, c'est magnifique. Je terminerai simplement par dire que pour revenir sur la question du constructeur chez Ferrari, c'est d'autant plus intéressant que ils sont vraiment en train de se taper. Hein. Sainz et Leclerc sont à un niveau très très proche, tandis que Verstappen et Perez, il y a quand même un gap un petit peu différent. Donc ils pourraient effectivement là-dessus passer encore au niveau des constructeurs. C'est un argument que je voulais rajouter, les amis. Question pour un expert, bien sûr, c'est très simple. Hein. On a eu des débats enflammés, ou en tout cas assez passionnants. Le Dismar déjà, il sait déjà qu'il va se faire rétamer, mais c'est pas grave. On a un buzzer quelque part. Il y a pas un buzzer, mais il faudra que t'aies plus vite que lui, c'est sûr, si t'as la bonne réponse. Hein. Retiens ça, mon cher Martin. Ouais. Donc le principe du jeu, il est simple. Il y a 3 questions. Le premier qui a 2 réponses correctes a gagné. Et puis par la suite, il y a un fameux chocolat, mais on sait pas s'il arrivera un jour, s'il n'arrivera pas. Voilà, on attend toujours Ken au secours, Ken le chocolat, voilà, comme chaque semaine. Mais bon, voilà, je suis quelqu'un qui a de l'espoir, donc je ne désespère pas. Aujourd'hui, le quiz est, attention, je les ai fait languir, hein, ils ne savent pas du tout à quelle sauce ils vont être mangés. Quiz spécial champion du monde avant les années 2000. Waouh. Ok. Voilà, directement, voilà, j'étais sûr. Mais Martin, je pense que toi, ça va aller. Logiquement, ça va faire 3-0, hein, comme l'équipe de France en 98 face au Brésil. Mais je pense que... on va essayer, on va tenter. Donne-moi un peu d'espoir. Bien sûr. Voilà, merci. Allez, c'est parti. Né le 24 février 1955 dans le département de la Loire, je débute ma carrière de pilote chez McLaren en 1980. Le small, Alain Prost. Oui, voilà. Et ça va très très vite, hein. Ça va très très vite. Et il se cache en direct. Regardez-le, filmez-le se cacher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, c'est vrai. Bon, je vais terminer quand même. Effectivement, il est considéré comme une des légendes du sport français. Il fait partie du panthéon des pilotes les plus respectés du XXe siècle. Champion du monde à 4 reprises. Il a piloté pour Ferrari pendant 30 courses avant de débarquer chez Williams en 1993. Il fut également conseiller chez Alpine F1 Team jusqu'au début 2022. Alain Prost, une référence à Martin. Bien sûr, Alain Prost, c'est la légende parce que quand on pense à Alain Prost, on pense à Ayrton Senna. On se souvient évidemment des duels homériques et de cette rivalité farouche entre les deux. D'ailleurs, pour Ayrton, Alain, ce n'était jamais Alain, c'était The Frenchie. C'était non, il y avait vraiment pendant tout un temps une volonté maladive d'écraser l'autre, et finalement les deux se sont réconciliés. Malheureusement, j'ai envie de dire trop tard, quoi. Ok, trop tard, un petit peu trop tard, mais bon, c'est comme ça, c'est l'esprit du sport. L'esprit du sport, bien sûr. On enchaîne
avec la deuxième question. Né à Rio de Janeiro au Brésil. Ayrton Senna. Non, Oh, mais tu t'es allez, trompé. on tente. Je n'ai piloté que pour des écuries britanniques durant ma carrière. Champion du monde en 80, 83, 87. J'ai notamment... Nelson Piquet. Ouais, voilà, c'est 2-0. Magnifique Nelson Piquet, effectivement, qui a été dirigé par le mythique Flavio Briatore au début des années 90. L'arrivée d'un certain Michael Schumacher scelle mon sort. Après le Grand Prix d'Italie 1991, suite à quoi j'arrête ma carrière définitivement. Nelson Piquet, bien sûr, ça m'a fait rire parce qu'il a parlé justement de... Je voulais pas le laisser aller sur Ayrton Senna parce que je me suis dit, il va parler, il va sentir Brésil. Dans sa tête, il va rester sur le Brésil et il va l'avoir tout de suite. Et ben voilà, on peut même pas lui faire des mini-pièges ou quoi que ce soit. Martin, incroyable. Bah écoute, félicitations. Nelson Piquet, effectivement, quel souvenir t'en as de Nelson Piquet? Ben, Nelson, c'était un petit peu le yin et le yang avec Ayrton, parce que autant Ayrton était adoré des Brésiliens, parce que voilà, Ayrton c'était le gars proche des petites gens et tout, c'était le gars sensible. Au contraire, Nelson c'était les grandes familles brésiliennes parce que voilà, sa famille a été très puissante. Il est carioca, mais il est aussi de Brasilia. Et c'est quelqu'un qui était pas mal décrié parce que dans le jeu des influences, il était fort. Je me rappelle, ça c'était quand même fort. Il lançait pour déstabiliser Ayrton des rumeurs comme quoi Ayrton était homo. Après, il déculpabilisait, il disait non, j'ai jamais dit que Ayrton était homo, mais vous l'avez déjà vu avec une femme, vous. Ça, c'était Nelson Piquet. C'était pour ce genre. Okay. C'était un autre truc également pour rire. Il avait comme équipier Nigel Mansell chez Williams, avec qui ça ne se passait pas bien. Et Nelson, il sortait avec tous les canons de l'époque. Et en face, il y avait Nigel qui sortait avec Rosanne, qui, désolé, n'était pas la plus belle fille. Et Nelson avait une blague, c'était vous connaissez l'histoire du vilain coyote, dit Ugly Coyote. Quand un coyote est piégé dans la nature, il se bouffe la patte pour s'échapper. Alors, autant te dire que moi, si je me retrouve avec Rosanne sous le bras dans le lit, je me bouffe le bras et je me taille, quoi. C'était ça, Nelson Piquet. Ok, d'accord. Ben voilà, c'est incroyable. C'est des florilèges, hein. C'est pour vous, là. C'est cadeau. Ça fait plaisir. Merci, Martin, encore pour cette belle anecdote. On va, bien sûr, terminer. C'est déjà 2-0, mais Quentin, on essaye ou pas? Là, je le vanne depuis le départ. Il est en sang. Là, il est en sang. On essaye de tenir un petit peu quelque chose. Allez, let's go. Oh, allez, on fait pour l'honneur? Let's go, my friend. Ok, c'est parti. Né à Vantaa en Finlande. Je débute ma carrière au moment où Nelson Piquet l'arrête. Passé par l'écurie Lotus et McLaren. Mika Hakkinen. Ouais, c'est trop facile, hein. C'est trop facile. J'ai l'impression que c'est Lorient contre le Barça, quoi. C'est... Chacun son domaine, on va dire. Oui, exactement. Si vous voulez un iPhone, vous pouvez lui demander. Chacun son domaine, bien sûr. Et donc, bien sûr, on parlera, bien sûr, donc d'un pilote de l'écurie Lotus et McLaren, avec lequel il gagnera notamment 20 courses entre 93 et 2001. Il se fait appeler le Finlandais volant. Donc, vous connaissez le Hollandais volant avec Louis van Gaal, bien sûr. Et bien maintenant, c'est le Finlandais volant, champion du monde en 98 et en 99. Il a arrêté sa carrière sportive à 39 ans après une dernière expérience chez Mercedes dans le championnat DTM en 2005, nommé comme membre du Laureus World Sports Academy en 2008. Je suis, bien sûr, tu l'as dit, Mika Hakkinen. Là aussi, hein, en Finlande, on en a fait. Des très grands pilotes. Je vais m'intéresser un petit peu à toi, mon cher Martin, en te posant simplement une question, mais qui un petit peu découle des discussions qu'on a eues toi et moi au téléphone avant, en préparant cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire selon toi dans le traitement médiatique des sports moteurs en Belgique?
Ça, c'est la question à 1 million. Malheureusement, comme bien d'autres pays, hélas, la Belgique est un pays où il y a un despotisme des footeux et des cyclistes. C'est dommage parce que quand on voit la popularité du sport auto, on le voit, il y a des communautés qui sont quand même assez vivaces. Et puis même, je me rappelle, dans un temps pas si lointain, il y avait du monde dans les tribunes, même pour des petites courses nationales, il y avait du monde. C'était un événement. Pour moi, je pense que il faut juste un petit peu changer les mentalités, arrêter de voir la voiture comme étant le truc qui pollue à mort, alors que ce n'est pas le cas du tout. Au contraire, c'est un laboratoire pour faire avancer les choses. Mais malheureusement, c'est un petit peu jouer les Don Quichotte et se battre contre des moulins. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça n'a pas, politiquement en tout cas, la F1, les sports moteurs n'ont pas une très grande cote, parce qu'on les accuse de beaucoup de maux, effectivement. Ouais. Bah, alors qu'il y a peut-être des solutions à trouver, effectivement. On se rappelle la F1 avec le zéro carbone ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, la zéro carbone? C'était quoi? C'était en 2030, c'est ça? Objectif zéro carbone en 2030? C'est ça. Donc, en gros, la Formule 1 rachète sa taxe carbone en 2030. Bah, c'est dans l'air du temps. De nombreux championnats et ça n'est même pas en sport automobile. C'est également aussi, je pense, en foot et ailleurs, ils se lancent dans ça. On est dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où tout est exacerbé, où dès qu'on fait un truc un minimum politiquement incorrect, eh bien, c'est le lynchage. Et c'est pour ça que des initiatives comme ça sont mises en place. C'est pas plus mal. Et pour moi, je pense que si le sport auto peut devenir plus populaire dans le futur, en Belgique ou même ailleurs, je pense que vraiment il faut une dédiabolisation absolue. Et heureusement, j'ai envie de dire que on a quelques politiques qui encore n'ont pas peur de dire oui, j'aime bien l'auto, comme le président du mouvement réformateur par exemple. Et il y en a d'autres pour qui ça pose beaucoup plus problème. Il y a beaucoup plus de politiques qui disent oui, j'aime bien les voitures, mais je fais partie de tel ou tel parti, donc je peux pas lire trop haut, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, tu es d'autant plus concerné par la chose que tu es également, on le disait dans l'introduction, pilote amateur. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une forme de carte d'identité pour nous raconter un petit peu cette autre partie de ta vie? Parce que je me suis posé une question de base. Est-ce que tu as déjà rêvé de devenir pilote professionnel un jour? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de courir en sport auto, pas fondamentalement en tant que professionnel, mais être derrière un volant et écraser le champignon pour battre celui qui est devant soi, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire avant d'être journaliste, parce que en fait, il faut savoir que je suis issu d'une famille qui est dans les voitures depuis 4 générations. D'accord. Et c'est mon grand-père qui a été champion de Belgique de course de côte. Donc en fait, ce sont des contre-la-montre où voilà, il faut monter une côte le plus vite possible. Il a été plusieurs fois champion de Belgique. Et c'est lui qui m'a un peu instruit la culture du sport auto, parce que je me rappelle que quand j'étais en maternelle, c'était mes grands-parents qui venaient me rechercher à l'école. On me montrait des livres, des cassettes vidéo, et puis il y avait les copains de papy qui venaient à la maison, et là c'était interrogation orale, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis j'ai accompagné ma famille sur des circuits pendant des années, donc je le sentais que je voulais faire ça un jour. Après, quand j'ai été majeur, je me suis lancé dans le journalisme parce que j'aime bien l'écriture et c'est ma passion du sport auto que je parle. Et puis, il faut dire ce qui est. Il y a extrêmement peu de pilotes en Belgique qui sont rémunérés pour le pilotage. Beaucoup de pilotes sont comme moi des gentleman drivers qui doivent se remuer ciel et terre pour courir, et il y en a très peu qui sont invités et en plus rémunérés à piloter. Voilà. Et c'est quelque chose que j'adore parce que je suis parti de rien car j'ai pas d'expérience en karting.
et je me suis amélioré course par course, saison après saison. Et aujourd'hui, dans les championnats que je roule, je peux dire sans rougir que je ne suis pas ridicule et que je me débrouille même très bien. Mon cher Martin, c'est absolument passionnant. On pourrait rester 2 heures à parler ensemble, mais là, je vois l'heure qui traîne. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle et on a même pas encore terminé tout ce qu'on avait à faire. Et oui, effectivement, le retour de la F1, ça prend du temps. Donc, j'ai une dernière petite question. Jérôme D'Ambrosio est entré chez Mercedes en tant que consultant. Il sera une forme d'adjoint à Toto Wolff, et de l'autre côté on a en tant que pilote Stoffel Vandoorne qui sera un pilote de réserve comme on dit pour Aston Martin. Qu'est-ce qu'on doit espérer de nos pilotes belges cette saison et les saisons à venir? Il se trace comment l'avenir des pilotes belges? Est-ce qu'on pourra avoir ce rêve réalisé du pilote de F1 belge un jour de retour? Ouais, je pense qu'on aura de nouveau un jour un Belge en F1, mais pas tout de suite. Selon les échos que j'ai du karting, il y a vraiment une génération dorée en karting qui est en train de se mettre progressivement en place. Mais évidemment, ce sont des pilotes dont on entendra réellement parler d'eux qu'à mon avis que dans 5 ou 10 ans. Donc à mon avis, je donne encore 10 bonnes années, j'espère évidemment moins, pour revoir un Belge en Formule 1. Pour Stoffel, tout n'est pas encore perdu, parce que je pense que il roulera encore en Formule 1 en tant que remplaçant si jamais il y a un pilote qui se fait mal ou qui a un autre souci. Mais je pense que plus jamais Stoffel n'aura sa chance de faire une saison complète. Il l'a eu avec McLaren, malheureusement, il n'a pas été dans des bonnes conditions. Il a dû laisser sa place. Mais il a été en Formule 1 et pour un Belge, c'est déjà exceptionnel. Ouais, c'est déjà exceptionnel et effectivement, là, sur ces beaux conseils et sur tous ces informations que vous avez pu récolter, on passe la main à présent à notre expert, Thomas, qui va nous donner son conseil sur base de l'analyse de tout ce qu'il a écouté depuis le début de cette émission. Exact, justement, vous avez parlé beaucoup de Ferrari lors de vos débats, et ça crédibilise justement mon prono, ce que je vais vous proposer. Sur Unibet, on a l'occasion de parier sur plein de choses dans la Formule 1, donc ça c'est très bien. Et dans l'onglet Match-up, on a l'occasion de parier sur le meilleur classement. Donc ici, je vous propose un duel entre Ferrari et Mercedes, et la cote de Ferrari, elle est un peu plus élevée que celle Mercedes, mais selon ce que j'ai entendu et ce que vous m'avez dit, Ferrari a peut-être une meilleure chance de finir plus haut dans le classement final, donc on va tenter Ferrari gagne face à Mercedes. Quentin, je me retourne tout de suite vers toi, bien sûr, c'est toi. Et je valide le 100. Tu valides le 100. Exactement. Il valide le 100. Mais écoute, je pense que c'est la meilleure manière de terminer cette émission. Martin, on te fait un énorme bisou. On te remercie bien sûr d'avoir été présent avec nous pour justement démarrer, nous accompagner. Voilà, comme dirait un certain Julien Febvreau, rendez-vous au premier virage. Hein, on se tait avant, c'est évidemment le commentateur vedette de chez Canal+, qui est en dehors de ça aussi quelqu'un de très bien. Donc voilà. Merci beaucoup Martin d'avoir été présent. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines semaines, pour la F1? Qu'est-ce que tu veux voir très rapidement là? Je veux voir une saison animée, disputée jusqu'à la finale à Abu Dhabi, mais pas de polémique, que tout reste correct jusqu'au bout. Place au sport, s'il vous plaît. Merci Quentin. Très belle parole. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines pour parler bien sûr des qualifications à l'Euro 2024. On sera avec un ancien international belge. Ça va être sympa. On va avoir un menu là aussi fourni parce qu'on va le cuisiner, notre nouveau sélectionneur italo-allemand. Domenico Tedesco face à la Suède, ce sera évidemment un objet de débat. On se retrouve très rapidement donc ici dans Unibet Clubhouse. Merci de nous avoir suivis. Ciao ciao.